Veuillez lever la main droite et lire le serment prévu par l'article 35 de la Constitution. Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la Bonsoir, merci de nous retrouver sur Espace TV au compte de cet autre numéro du Rétroviseur. Un numéro que nous consacrons de façon exceptionnelle ce soir à l'histoire de l'actuel président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Tout au long donc de ce numéro, à travers des archives, des images inédites, mais aussi des témoignages concoctés, collectés et traités par Cabinet Condé, nous tenterons de vous expliquer, mesdames et messieurs, comment Alpha Condé a réussi après 40 ans de lutte politique, à se hisser au sommet de l'État. À tous et à toutes, bienvenue dans le magazine de référence des passionnés d'histoire en Guinée. Bonsoir, Monsieur Bamba. Bonsoir, M. Khalidjan. Merci de nous recevoir. Merci, c'est de voir. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qui est Alpha Condé? Merci. Professeur Alpha Condé est un Guinéen né le 4 mars 1938 à Boké. Il est le fils du feu Mamadou et de Saran Kamara. Il est né à Boké, bien entendu. Il a connu une enfance partagée entre Boké et Conakry. Alors, dans quel environnement familial Alpha Condé a grandi? Est-ce que c'était dans une famille qui était fortement ancrée dans la tradition ou la religion? Dans quel environnement il a grandi? Professeur Alpha Condé a grandi dans un environnement caractérisé par non seulement à la fois une phase de conservation traditionnelle, mais pas profondément ancrée. Si je parle de cela, parce qu'au-delà du fait qu'il a été scolarisé à l'école coloniale, son père lui a obligé encore de faire l'école coranique à Boulbiné. Donc, avant donc son départ pour la France, professeur Alpha Condé a été encadré par son père dans un environnement, comme le dénote souvent dans ses écrits, que son père était très sévère, très dur, mais rien n'était contre lui. C'était pour le préparer pour l'avenir. Donc il a connu une enfance bien surveillée par son père, bien entendu avant son départ. Qui était son père, justement? Il y a eu de nombreuses interrogations qui ont été formulées justement sur, notamment, il faut dire les mots, les origines de son père. Naturellement. Et d'ailleurs même sur le statut de son père. Qu'en est-il réellement? Qui est son père? Qui est le père de Alpha Condé? Monsieur Mamadou Condé, père de professeur Alpha Condé, est reconnu comme employé de l'administration coloniale, mais qui a servi dans beaucoup de lieux au niveau de la République de Guinée, l'ex-Guinée française. Mais parlant de Alpha Condé aujourd'hui,
lorsque vous êtes célèbre, il y a plusieurs spéculations sur votre origine. Ça a été le cas de Sékou Touré. Selon l'histoire, Oui. le père d'Alpha Condé était un fonctionnaire de l'administration. Un fonctionnaire de l'administration coloniale et Basé en Guinée. basé en Guinée, mais qui a servi dans beaucoup de régions de la Guinée. Voilà, comme à Zérékouré par exemple, à Boké, quand il est venu, il s'est installé, il s'est remarié, comme on peut lire dans ces documents, à une seconde épouse. Donc, il y a assez de spéculations parmi lesquelles certaines spéculations font venir le père d'Alpha Condé de Burkina. C'est ton épouse qui a donné naissance à Alpha Condé Sarang. ou la première? Sarang Kamara. Sarang Kamara, justement, qui vient de Boké. Sarang Kamara vient de Boké, naturellement. C'est la mère du professeur Alpha Condé et de Malik Condé également, mais qui est né à Conakry ici. Alpha Condé porte le nom d'ailleurs de l'ex-chef de canton de Sansalé. Alors, avant 15 ans, il est venu, il a été envoyé à Conakry, il est venu à Conakry. Oui. Est-ce qu'il a fait par exemple des études coraniques, Oui. comme c'est le cas de beaucoup de jeunes, Ah oui. voilà, guinéens? Oui. Est-ce qu'il a été inscrit au niveau d'un karamoko, par exemple, pour lire le Coran, par exemple? Effectivement, musulmane, naturellement. Et une famille musulmane caractérisée par la rigueur mandingue. Il a fréquenté l'école coranique à Boulbiné avec ses camarades d'âge, comme tout jeune musulman de son âge. Le nom même de son karamoko, semble-t-il, c'était Karamoko Bari, ce qui il apprenait vraiment le Coran cumulativement avec ses études au niveau de l'école coloniale. Alors, autre chose, à 15 ans, Alpha Condé est envoyé en France pour poursuivre ses études. D'abord, qu'est-ce qui a prévalu à cette décision familiale? Pourquoi ses parents ont décidé, d'accord, de l'amener, lui, adolescent, à cet âge-là, en France, pour poursuivre ses études, dans un environnement à l'époque qui était caractérisé par, disons, par le régime colonial? Tout à fait. À l'époque, le jeune Alpha Condé, très bouillant, intelligent et dynamique, avait des soucis avec, surtout quand il est parti au collège des pères à Dixine, il avait des soucis avec ses prêtres. Les prêtres? Ses pères, ses pères. les pères de l'église. Surtout, oui, à Dixine, à Conakry, surtout le père Fournel, qui d'ailleurs, si on le lit très bien, avait voulu utiliser le jeune Alpha Condé à l'époque pour des fins d'espionnage. Ah bon? Ah oui, naturellement. Au service À son propre du service. régime colonial. Voilà, son propre service. Lui, mais comme on connaît l'homme, ça ne lui ressemblait pas. Ni son éducation, en tout cas, ni sa conviction ne collait à l'ambition vraiment du père Fournel. Ce qui d'ailleurs a précipité une prise de décision par son père afin de l'envoyer poursuivre ses études en France, où d'ailleurs il y avait une de ses sœurs à Carcassonne, non de Toulouse, que je connais très bien. Mais moi je me dis, au-delà de ces mésententes avec de ce prêtre, moi je me dis que le père d'Alpha Condé était un homme objectif. Il était très côtoyé avec le milieu colonial, très familier, il avait des relations. Donc il avait une certaine vision pour son fils. La vision là dénotait surtout acquérir une connaissance adéquate pour être ce qu'il est aujourd'hui. Même si ce n'est pas officiellement dit. Donc c'était pour permettre à Alpha Condé d'avoir une meilleure formation. Une meilleure formation et échapper d'ailleurs aux exactions ou en tout cas à la colère de ses formateurs, des prêtres qui les géraient. Alors, une fois en France, après ses études universitaires, il faut le préciser, on a vu Alpha Condé s'est lancé dans la mise en place d'une structure qu'on appelait la FEAN. Comment le contact a été établi entre lui et ce milieu? Quand il a quitté la Guinée, à Toulouse, qui était vraiment l'un des fiefs des étudiants africains de l'époque, et le mouvement étudiant noir était beaucoup plus développé, il a été coopté par ses aînés qui l'ont initié et auprès desquels il a vraiment découvert ce que c'est que la FEANF, entendu, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France,
et il participait régulièrement sous la pression de ses aînés. Ils sont sénégalais, ils sont camerounais, ils sont congolais, ils sont maliens. Et il a appris assez de choses auprès de ceux-ci avant de prendre la tête du mouvement en 1963. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui a amené ses pères, ses amis justement de cette fédération-là, à lui faire confiance, à se dire oui, ce jeune Alpha Condé peut bien être à la tête de notre organisation? Tout à fait. Est-ce que c'est parce qu'il avait des qualités qui étaient différentes de celles de beaucoup d'étudiants de son âge, ou bien c'était dû à son intelligence à l'école, ou à quoi réellement? Le professeur Alpha Condé, depuis sa tendre jeunesse, faisait une démarcation partout où il était, du point de vue intelligence, du point de vue sa témérité et du point de vue son attachement à la vérité. Il était toujours contre l'oppression, surtout du bas peuple. Voilà ces qualités qu'il a, il est parti avec ces qualités, il n'était pas obtenu en France. Donc, vu en lui cet engagement de défense de la cause noire, il a été coopté très tôt, initié. On a vu après Alpha Condé avec des Guinéens comme un certain Siraj Diallo prendre position contre le régime de Sékou Touré. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu divorce idéologique entre le camarade Sékou Touré et Alpha Condé. Si vous lisez les pages de l'histoire, Sékou Touré était l'un des chouchous du professeur Alpha Condé. À l'époque jeune à Conakry, avant même son départ pour la France, il a beaucoup aimé. Alpha Condé, chouchou ou Sékou Touré, chouchou? Qui aimait l'autre? C'est Alpha Condé qui aimait Alpha Condé qui aimait Sékou Touré. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Il l'aimait non seulement à cause de la défense de la vérité, surtout de la cause des opprimés, mais il l'aimait aussi parce que Sékou Touré était une victime de la colonisation. Un jeune homme dont la carrière scolaire a été brisée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme-là, Alpha Condé, jeune étudiant, qui aimait au départ Sékou Touré, au finish, qui est devenu son opposant? Voilà, qui est devenu son opposant. Oui, ce sont les parcours de l'histoire. Il y a un fait important qui échappe peut-être au sens commun. Dans le récent document qu'il a écrit, Alpha Condé. Une certaine idée de l'Afrique. Il y a un passage que j'ai marqué avec marqueur. Le professeur Alpha Condé dit, après l'indépendance, il rendait souvent visite à Sékou Touré à Conakry. Jeune. Sékou Touré le recevait. Voilà, le recevait et il faisait longuement des débats dans son bureau, tête à tête. Sékou Touré président. Sékou Touré président. Wow, quel honneur. 15 jours, ils sont restés à deux dans le bureau et Sékou Touré lui a regardé. D'une façon bizarre. Voilà, d'une façon bizarre, effrayante, mais il n'a pas pris peur. Et que Sékou Touré l'a fixé dans les yeux. Lui a fixé dans les yeux, comme pour voir s'il allait trembler. Mais tel n'a pas été le cas. Il est parti jusqu'à prendre la main de Alpha Condé et lire dans ses mains, et ensuite s'asseoir. Mais pour le professeur Alpha Condé, c'était pour le faire peur. Mais connaissant le milieu africain, moi je me suis dit qu'à partir de ce jour-là... C'était pas rien. Oui, c'était pas rien. C'était pas anodin. Pour nous, les hommes qui sont un peu dans la lecture des signes de la main et du corps, c'est ce jour-là que Sékou Touré a su que c'est l'un de ses successeurs. Ah bon? Ah ben oui. Moi je vous le dis, il peut. Ceux-là, chaque homme marche avec sa vie dans sa paume. Bien. Il y a des spécialistes qui peuvent lire l'avenir à travers la paume. Dès ce jour, Sékou Touré a compris que ce jeune était prédestiné à diriger la Guinée. Est-ce que souvent ce n'est pas une sorte de légende qu'on crée autour des personnalités? Puisque on a entendu aussi une fois ce témoignage de Jean-Marie Doré qui se contait, qui disait qu'une fois Conté l'a trouvé avec Sékou Touré, je parle bien sûr de Jean-Marie Doré. Oui. Après, il est parti, dès qu'il a quitté les lieux, Sékou Touré a dit à Jean-Marie, tiens bon, tu vois cet homme-là, c'est possible qu'il joue un grand rôle après moi. Est-ce que tout ça ne fait pas partie d'une espèce de légende qu'on crée autour des personnalités? Est-ce que c'est parce que des anciens ont été
réprimés. Voilà, Les enseignants grévistes ont été réprimés de façon sanglante. Que Alpha Condé, disons, s'est opposé, a pris de la décision de s'opposer au régime de Sékou Touré, ou bien c'est parce qu'au lendemain d'une agression, l'agression 70, Alpha Condé a été condamné par contumace. Est-ce que c'est à cause de ça? Alpha Condé n'a pas apprécié la gestion de la grève des enseignants par le régime de Sékou Touré. Et Sékou Touré aussi n'a pas digéré le fait que Alpha Condé, influent à l'époque dans le mouvement de la faim en France, prenne une position radicale pour condamner l'action du régime en Guinée. Alors, finalement, quelle était la position de Alpha? C'est vrai, on sait qu'il s'est radicalisé contre le régime de Sékou Touré. Mais est-ce qu'il était aussi, pour la France, qu'il faut le rappeler, a coupé pratiquement tous les ponts avec la Guinée, qui a tout fait pour maintenir la Guinée dans la misère, parce que tout simplement Sékou Touré a dit non au général de Gaulle. Il était de quel bord, de quelle position? Professeur Alpha Condé n'a jamais, les archives sont là, et l'histoire est très têtue, elle est là. Elle n'a jamais été de mauvais côté contre la Guinée. Mais il était contre la politique de Sékou Touré. La politique répressive de Sékou Touré. Il était contre ça. Mais il n'était pas du tout d'accord avec la France en faisant du mal à la Guinée. Pas du tout. Il n'a jamais été complice de la France pour faire quoi que ce soit contre la Guinée, mais plutôt, il était même décrié un moment, surtout avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing. Il a été restreint dans ses mouvements contre la Guinée en France. Les archives sont là parce que Giscard d'Estaing, c'est à son arrivée que les relations ont bien marché entre la Guinée et la France. Il a longtemps souffert pendant cette période-là. Sinon, avant lui, il était toujours du côté des dénonciations, en tout cas des abus du régime de Sékou Touré. Merci, l'ami du temps. Merci Gilles Hervier. Là, je me demandais, parce que j'avais une bonne manière de présenter Alpha Condé, que je connais depuis longtemps, et qui va, je le sais, nous secouer. C'était de dire, tiens, le mot démocratie n'avait pas été prononcé, c'est fait. Merci beaucoup, mais je pense que nous allons en reparler avec Alpha Condé, puis nous passerons aux questions, et je demande au lycée Charlemagne de se préparer, puisque traditionnellement, c'est aux classes préparatoires de poser la première question. Alpha, s'il te plaît. Merci. Il faut l'ouvrir. Non. Évidemment, personne ne sera surpris que mes propos soient différents de mes prédécesseurs, bien sûr. Évidemment, nous rendons hommage à l'action des organisations des droits organisations non gouvernementales qui apportent l'aide à l'Afrique et l'aide que tous les citoyens apportent pour lutter contre la faim en Afrique. Mais je crois que c'est mettre un cotère sur une jambe de bois. Parce que on parle beaucoup de la faim en Afrique. Quand il a parlé des causes, je pensais qu'il allait développer. Malheureusement, il n'a pas développé. Regardez un cas par exemple, au niveau de l'Union européenne, l'Espagne et le Portugal étaient considérés comme des pays arriérés. Mais quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu un programme pour leur permettre de rattraper les pays comme la France et l'Allemagne. Donc il y avait une volonté politique de mettre fin au sous-développement dans ces pays. Nous, en Afrique, on a plus besoin de justice que d'aide. Parce que fondamentalement, l'Afrique est indépendante depuis 1960. Nous sommes en 2003. Ça fait, disons, 43 ans qu'on nous aide. Comment ça se fait qu'après 43 ans, nous sommes plus pauvres que nous l'étions en 1960? Ça veut dire que l'aide est un échec total. Pour plusieurs raisons. D'abord, une bonne partie de cette aide ne reste pas en Afrique, revient en Europe, soit au profit des dictateurs maintenus en place par les pays développés, soit au profit des partis politiques des pays développés. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on nous dit de ne pas subventionner l'agriculture, de faire la politique de blocage des prix.
de licencier des fonctionnaires parce qu'il y en a trop. Mais lorsque nous regardons, parce que pourquoi ça c'est possible? Parce que les grands pays préfèrent des sergents au pouvoir ou des gens peu éclairés. Ils font tout pour barrer la route aux intellectuels. Parce qu'un intellectuel qui arrive au pouvoir, il a quand même fait des études. Donc il connaît l'histoire. Il sait comment les pays européens se sont développés. Et nous savons très bien que pour vous développer, vous avez subventionné l'agriculture. Vous avez fait une politique de soutien au prix. Comment l'Afrique ne peut se développer que si l'agriculture se développe? Mais comment nous pouvons nous développer notre agriculture? Les paysans sont pauvres. Pour qu'ils produisent, il faut les subventionner. Mais si on les subventionne, les populations sont pauvres. Qui va acheter ces biens produits? Si personne n'achète, le paysan se décourage. Ça veut dire qu'il faut subventionner les prix. Mais ce que vous avez fait en Europe, on nous dit de faire le contraire. Mieux, on nous dit de faire des budgets équilibrés, pas de déficits budgétaires. Mais je pense que là, j'ai fait Sciences Po. Je sais très bien qu'il y a la théorie du déficit systématique. Ça veut dire qu'un pays qui veut se développer fait un budget déficitaire à condition que ce déficit serve à financer le développement, non pas à financer le budget de fonctionnement. Puisque plus vous développez, quand vous investissez, l'investissement apporte nécessairement plus que ce qui est investi. On nous interdit cela. Moi, je crois que Madeleine a dit seulement il faut recruter moins de fonctionnaires, je crois, que de licenciés. On l'a mis dehors. Ça veut dire que le simple fait même de ne pas dire il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, seulement d'avoir dit il ne faut pas remplacer tous les fonctionnaires, il a été chassé du gouvernement. Et pourtant, nous, on nous dit de diminuer le nombre de fonctionnaires. Comment voulez-vous développer l'enseignement si on a besoin d'enseignants et qu'on diminue le nombre de fonctionnaires? Donc, au fond, j'ai été intéressé par ce qu'a dit Gilles Bruquet. Ce qui tue le plus en Afrique, ce n'est pas le sida, c'est le paludisme. Si le paludisme était une maladie des pays européens, il y a longtemps qu'on aurait trouvé le vaccin. Comme on le fait aujourd'hui pour le sida. Mais comme ce n'est pas une maladie des pays développés, on ne trouve pas le vaccin. Ensuite, à quoi ça sert que la FAO mène toute cette politique? Ça ne sert à rien. Puisque vous continuez à subventionner votre agriculture. En France, quand on produit trop de viande, vous subventionnez, on retire la viande, on stocke. Quand il y a trop de vin, on subventionne, on arrache les vignes, etc. Les États-Unis viennent de subventionner le coton. À quoi ça sert d'aider le Mali et le Burkina si la ressource principale de ces deux pays, c'est le coton, et que les États-Unis subventionnent leurs producteurs de coton, ça veut dire ferment les marchés aux paysans maliens, aux paysans burkinabés. À quoi ça sert qu'ils développent sa culture s'il ne peut pas vendre? Donc le véritable problème, c'est qu'il y a une injustice. Bon, dire il y a la faim en Afrique, il y a le sida, vous donnez, ça donne bonne conscience aux citoyens des pays développés. Et ils ne voient pas les responsabilités. Mais vous êtes responsables du sous-développement, parce que ce sont vos gouvernements qui maintiennent les dictatures en place. Il ne peut pas avoir de développement. On ne peut pas lutter contre la faim s'il n'y a pas de démocratie. Avant, heureusement, il y a une évolution. Parce qu'avant, en fait, on parle du mur de Berlin, du dessous de Mitterrand, de la Baule, etc. En réalité, les peuples africains n'ont pas attendu, ils se sont toujours battus pour la démocratie. Mais on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient pour chasser un gouvernement, vos gouvernements intervenaient. Je prends le cas du Gabon en 1964. Léomba a été renversé, c'est l'armée française qui est intervenue. Je prends le cas du Togo, je prends le cas de Tanzanie. Donc, quand on a renversé le dictateur qui défendait les intérêts des grands pays, ces grands pays n'hésitaient pas à envoyer l'armée pour remettre ce dictateur en place. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut la démocratie, c'est un grand progrès. Mais même là, en général, on fait tout pour balayer la route à des Africains qui comprennent les réalités et qui peuvent mener une politique. On dit qu'ils sont trop nationalistes. Mais si vous n'êtes pas nationaliste, comment vous pouvez développer votre pays? Donc je pense que nous parler de l'aide, de la lutte contre le paludisme, non. Ce que nous voulons, d'abord, qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement. Une politique de développement, c'est-à-dire quels sont les intérêts de nos pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer nos pays? Ça veut dire que nous ayons une politique, comme vous l'avez faite au moment, il ne faut pas nous dire de faire une politique
que la France ou les États-Unis font en l'an 2003, il faut nous dire de faire la politique que vous faisiez au 19e siècle. C'est-à-dire au moment où vous étiez à peu près au même stade où nous sommes. Je crois qu'au fond, si nous voyons la situation aujourd'hui, parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim, c'est des bons sentiments. Nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique. On présente une image très misérabiliste de l'Afrique, ce qui n'est pas vrai, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de progrès. L'espace de liberté s'agrandit. Vous avez plus d'États démocratiques aujourd'hui que de dictatures. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, vous avez maintenant 3 ou 4 pays seulement où il y a des dictatures militaires. Les autres ont connu la démocratie. On dit non, les Africains c'est la guerre. Mais la guerre, pourquoi? Nous, nos femmes ne portent pas de diamants. Elles n'en ont même pas les moyens. Donc on ne fait pas la guerre pour les diamants. En plus, nous ne fabriquons pas d'armes. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Donc on ne fait pas les guerres pour les diamants, mais nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Mais qui profite de ces guerres? Ce sont les vendeurs d'armes. On vous dit non, on fait la guerre parce qu'on cherche le diamant. Non, on fait la guerre parce que les pays développés maintiennent des dictatures en place et nous ne voulons plus de ces dictatures. Mais ces mêmes pays, c'est eux qui fournissent les armes et c'est eux qui profitent de l'or et des diamants. Donc je pense que si réellement vous voulez qu'on lutte contre la faim en Afrique, il faut d'abord qu'on lutte premièrement pour la démocratie, parce que tant qu'il y a des dictateurs, ils partagent les bénéfices, non seulement de ce que les paysans produisent, mais de l'aide entre eux et les sociétés européennes ou bien les partis politiques européens. Celles-là, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'il y a la démocratie, si votre gestion n'est pas favorable, n'est pas bien vue par la population, au bout de 5 ans, on change de pouvoir. La deuxième chose, c'est de reconnaître que nous avons plus besoin de définir notre propre politique de développement en fonction de nos besoins. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons la liberté de gérer notre agriculture comme nous l'entendons, que nous ayons la possibilité de développer l'enseignement, mais en ne licenciant pas des fonctionnaires. Si vous prenez le Fonds monétaire international, la politique que le Fonds monétaire prône en Afrique, prônait jusque-là parce qu'il y a quand même une évolution, ne peut être maintenue que par des dictateurs. Parce que vous dites blocage des salaires, blocage des prix, licenciement des fonctionnaires. Dans tous les pays où on a appliqué la politique du Fonds monétaire, il y a eu des révoltes, que vous prenez l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc. Donc, je pense que la responsabilité des Africains aujourd'hui est grande, puisque les chefs d'État qui sont en place sont complices de l'exploitation effrénée de nos pays. Mais ces chefs d'État aussi, comme je vous l'ai dit, sont maintenus en place grâce au soutien des grandes puissances. Et la jeunesse africaine a pris conscience. Il faut aller en Afrique pour voir aujourd'hui qu'il y a de grands changements. Avant, on avait des chefs d'État charismatiques qui avaient une certaine auréole, comme Ofoe ou Senghor, etc. Mais aujourd'hui, on a des chefs d'État qui n'inspirent pas le respect. Donc il n'y a plus cette idée de père de la nation qu'on respecte. Et puis les Africains savent très bien aujourd'hui qu'on peut se débarrasser d'un chef d'État. Malheureusement, on favorise trop des sergents, le coup d'État par des sergents parce que les sergents ne comprennent rien. Au fond, on préfère avoir au pouvoir des gens à qui on fait tout accepter. Parce que si Bernard est président, je suis président, c'est clair qu'il peut me faire passer n'importe quoi. Parce que... Là, je suis obligé d'applaudir. Donc, je pense qu'il faut que vous compreniez que vous aussi, vous devez faire, que vous avez une grande responsabilité dans la situation actuelle de l'Afrique. Au lieu d'avoir une bonne conscience en disant « j'ai donné 10 francs à la Croix, etc. », il faut que vous fassiez pression sur vos gouvernements pour leur montrer qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique, que sans démocratie, il n'y a pas de développement. Deuxièmement, qu'il faut plus de justice que d'aide. C'est-à-dire qu'on cesse de nous imposer des politiques qui sont contraires à notre développement. Parce que la FAO peut faire des programmes, dans 1000 ans, on sera toujours sous-développé, on aura toujours la faim.
Par contre, s'il n'y a plus de justice et qu'on permette à des cadres compétents qui comprennent les problèmes politiques, qu'on ne leur barre plus la route, qu'on laisse les peuples africains choisir librement, vous verrez que d'ici 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de faim en Afrique. Merci. Non, je crois que je ne suis pas contre la coopération Nord-Sud. J'ai dit que je rends hommage aux ONG. Mais pour résoudre le problème, il faut aller à la base, la cause originelle. Si on soigne la cause originelle, on soigne la maladie. Mais il est évident que la coopération Nord-Sud, aider les gens à ne pas mourir, c'est une bonne chose. Mais si on veut mettre fin à la faim, il faut aller à la cause originelle. Et il a raison, que nous le disons d'ailleurs, qu'il faut favoriser les cultures vivrières, parce que c'est les cultures vivrières qui permettent aux populations de vivre. Le café, on le boit très peu, encore moins le cacao. On nous a imposé les cultures d'exportation pour les bénéfices des pays développés. Bon, mais vraiment, je suis surpris de l'intervention du monsieur. C'est-à-dire, il nous ramène 30 ans en arrière. Mais il faut que vous sachiez que la démocratie, elle est universelle. Les règles démocratiques, tous les peuples veulent avoir un état de droit. Mais c'est-à-dire que vous avez une vision très colonialiste. Vous ne connaissez pas l'Afrique d'aujourd'hui. Vous parlez peut-être des gens que vous avez connus. Mais il y a une nouvelle génération qui monte en Afrique, qui est scolarisée. Avant, les Africains n'avaient pas l'information. Et le manque d'information était la base du pouvoir des dictateurs. Aujourd'hui, tous les peuples africains ont l'information en temps réel. C'est-à-dire avec les radios, etc., les peuples africains, dans le coin les plus reculés du village, en écoutant Radio France Internationale ou African Moral, on sait ce qui s'est passé en Inde ou tel endroit. Je pense que vous ne connaissez pas l'Afrique, parce que quand vous allez en Afrique, vous voyez les dirigeants, vous arrêtez là. Non. Mais dire que les Africains considèrent la démocratie comme importée, c'est une insulte aux Africains. Ça veut dire, au fond, que nous sommes incapables de vouloir le bien-être que les autres veulent. Je pense que vraiment, moi je souhaiterais que vous fassiez, moi je vous invite à faire une conférence à la jeunesse africaine dans une ville africaine, si vous pouvez dire une formule comme ça. Sincèrement, il ne faut pas insulter les Africains. Nous avons plus de démocratie que vous. Mais je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué de manière assez récurrente par Alpha Condé et qui semblait comme ça aller de source, être évident. Et je pense d'ailleurs qu'il l'est, malheureusement, mais puisque ces entretiens ont, je crois, aussi une dimension pédagogique, je trouverais intéressant de préciser, peut-être concrètement, et si c'est pas trop tabou, à quel État et à quel gouvernement vous pensez quand vous dites que les gouvernements occidentaux soutiennent des dictatures. Et cette question s'adresse aussi bien à vous qu'à Bernard Kouchner, qui nous invite gentiment à parler politique. Merci. Moi, je voudrais revenir sur une notion que je crois que c'est Yves Lacoste qui a été développé par vous dire. Moi, j'ai été président des étudiants africains en France, donc j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Honnêtement, je suis surpris quand on parle de la mémoire des Africains à l'égard d'autres Africains qui ont participé à la traite des nègres. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler. Ce que je sais, effectivement, il y a une différence entre le nord et le sud, mais tout simplement parce que les gens qui sont au sud, étant au bord de la mer, ont eu plus accès à l'enseignement que les gens du nord. C'est ça le problème qu'il y a en Afrique. Mais le souvenir de l'esclavage, honnêtement, je crois que peut-être c'est des géographes qui voient ça, mais pas au niveau des populations. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le problème de la nation. Mais nous savons très bien que les États africains sont des États artificiels. C'est coupé, vous avez la même ethnie qui se retrouve. Moi, je prends par exemple les Peuls ou les Malinqués en Afrique de l'Ouest. Vous les retrouvez au moins dans 5, vous prenez les Malinqués, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali, ils sont au Sénégal, ils sont au Burkina, ils sont en Guinée, ils sont en Sierra Leone, ils sont en Gambie, ils sont au Libéria. Comment voulez-vous parler de nation? C'est pourquoi nous avons toujours dit depuis longtemps que le problème africain ne peut être résolu que par l'intégration. Mais quand nous nous battions pour l'intégration, quand moi j'étais étudiant, nous disions l'unité africaine, on nous disait comment vous pouvez être unis alors que vous n'êtes même pas capable de vous entendre dans un seul État. Mais n'oubliez pas que beaucoup, le RDA a lutté pour que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale prennent l'indépendance dans l'unité.
Bon, on sait que le champion de cela en Afrique centrale, c'était Boganda, et on sait dans quelles conditions il a été assassiné, pour éviter. Nous savons très bien comment le gouvernement français a empêché que les pays d'Afrique de l'Ouest prennent l'indépendance unie. Le Mali, nous savons bien comment le Mali a éclaté. Donc, nous savons très bien que nous avons un problème, puisque nos ethnies sont éparpillées entre les différents États. Nous disons que la solution, c'est l'unité africaine, l'unité régionale, ensuite africaine, d'autant plus qu'on voit l'Union européenne. Donc, je crois que ce problème-là, réellement, n'existe pas. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, notre ami camerounais, j'ai dit des intellectuels, mais aussi des intellectuels nationalistes. Le Cameroun, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre de libération et qu'on a liquidé l'UPC pour mettre au pouvoir les hommes de paille. Bon, le problème du Cameroun, enfin, même le Camerounais doit se poser la question pourquoi il n'y a pas de coup d'État. Et voilà un pays où le président ne tient jamais le Conseil des ministres. Il peut faire 6 mois sans Conseil des ministres. Il peut faire 2 mois à Genève. La plupart du temps, il est sur son terrain de golf. Donc je pense que le cas du Cameroun, vous le savez très bien, c'est que, est-ce que les militaires vont à la retraite au Cameroun? Les militaires, jusqu'à 70 ans, ils sont dans l'armée, ils ont tous les avantages, donc ils n'ont pas besoin de faire un coup d'État. Il ne suffit pas d'être intellectuel. Vous pouvez être intellectuel et être au service des puissances étrangères. Comme vous pouvez être intellectuel, mais très souvent on favorise des gens qui ne sont pas des intellectuels à qui on peut faire tout accepter, ou des intellectuels qui acceptent de mener la politique des pays développés contre l'intérêt. Maintenant, concernant le retour, moi je crois qu'on n'a pas besoin d'organiser. Pourquoi il n'y a pas de retour? Un médecin africain qui est en France, il a un certain salaire. Il retourne chez lui, d'abord c'est pas celui qui trouve l'emploi, ensuite il n'en aura pas. Donc, au lieu de dire on va rassembler les cadres, il faut qu'on crée en Afrique les conditions de leur retour. S'il n'y a pas les conditions de leur retour, ils ne retourneront jamais. Donc ça c'est vraiment une politique spectacle. Créons les conditions qui vont encourager les médecins à rentrer et les ingénieurs à rentrer. Mais si ces conditions n'existent pas, ils ne rentreront pas. Et même si ces conditions existent, il y a des Africains qui ne rentreront pas. Il ne faut pas qu'on fasse de la démagogie, qui préféreront vivre en Europe plutôt qu'en Afrique. Je crois que... Monsieur Lacoste. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué. Je n'ai jamais nié la responsabilité des gouvernements locaux. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que si la malaria et autres ont disparu en Afrique du Nord, c'est que l'Afrique du Nord, c'était une colonisation de peuplement. C'est-à-dire, pardon, vous avez dit à Maghreb, non? Bon, mais le Maghreb, c'est une colonie de peuplement, c'est-à-dire, les Blancs qui étaient là, ils pensaient qu'ils étaient là pour l'éternité. Donc, ils ont travaillé pour lutter, pour détruire pour eux-mêmes. Mais chez nous, c'est pas, à part quelques pays comme l'Angola ou l'Afrique du Sud, c'est pas des colonies de peuplement, c'est des colonies d'exploitation. Donc, que les gens meurent de malaria ou pas, ça n'a pas d'importance. Là, en Algérie, vous avez plus d'1 million de Français. Comment voulez-vous ne pas lutter contre la malaria quand vous avez 1 million de Français? Ce qui n'est pas le cas dans nos pays. Mais je vous parle d'Afrique. L'Afrique du Nord en général, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, vous reconnaissez avec moi que c'est des colonies de peuplement, oui ou non? Alors que chez nous, à part l'Angola ou l'Afrique du Sud, les autres, c'est des colonies d'exploitation. Quand vous venez juste pour prendre des partis, vous n'avez pas besoin de lutter contre les maladies. Mais quand vous venez pour installer vos propres populations, vous êtes obligé, pour leur santé, de lutter contre. Deuxièmement, il n'est pas question que nous disions que pour nous libérer, il faut faire comme l'Irak. Mais si les gens se battent aujourd'hui sur le terrain, vous avez beaucoup de partis politiques, de cadres, de jeunes qui se battent aujourd'hui pour la démocratie dans nos pays. Ils n'ont pas besoin des Américains autres pour les libérer. Parce que la libération de l'Afrique et le développement de l'Afrique ne sera fait que par les Africains. Personne ne viendra nous libérer, personne ne viendra nous développer.